J'espère que le déjeuner s'est bien passé et que, évidemment, entre le fromage et le dessert, vous avez continué notre questionnement de tout à l'heure. Le passager est-il un consommateur comme un autre? Tu as peut-être une idée sur la question. Donc, après cette matinée consacrée à des réflexions modales sur la matière, la 3D du droit des transports, en quelque sorte, on peut dire ça, eh bien, cet après-midi, nous allons essayer peut-être de dégager un certain nombre de principes communs qui, en quelque sorte, transcendent les différents modes de transport. Je ne sais pas si j'ai bien compris la démarche, mais c'est ainsi que je l'interprète. Donc nous avons la chance de bénéficier du concours des orateurs les plus prestigieux en droit des transports, voire dans d'autres matières. Je commencerai les présentations dans l'ordre des interventions. Ludovic Payet, professeur donc, à l'Université Lyon 3, qui n'est pas un spécialiste de droit des transports, mais en particulier du droit des données personnelles, et il y a quand même quelques petits points de convergence, par exemple entre la directive PNR et le RGPD, je ne sais pas, il y a peut-être quelques points de contact possibles. Donc peut-être es-tu un passager clandestin, c'est ainsi que tu te désignais lors de notre longue réunion préparatoire que nous avons eue l'autre jour. Il vaut mieux être un passager clandestin qu'un passager indiscipliné, un fameux PAXI, hein, parce que dans ce cas-là, il aurait fallu effectivement renforcer notre service d'ordre. Donc Ludovic Payet va nous captiver, je le connais, sur la protection des données face à l'hypersurveillance des passagers. Il y a déjà un jugement de valeur dans l'intitulé. Donc je ne sais pas si tu en es l'auteur, mais en tous les cas, cela suscite d'ores et déjà notre interrogation. Christophe Paulin, professeur à l'Université de Toulouse, commentateur, je suis pas sectaire, hein, d'un code des transports de couleur bleue qui est paru il y a quelques mois. Bon, je suis relativement à l'aise pour le dire puisque le code rouge va sortir dans quelques semaines. Donc je me permets de vous le dire. Il fallait quand même que je la place celle-là. Achetez les deux. Pour comparer. Va nous entretenir sur un thème assez classique quand même du droit des transports, mais je suis sûr que connaissant ton talent, tu vas nous le revisiter sur la réparation du préjudice du passager. Jérémy Eman va présenter un thème extrêmement actuel, hein, qui est le transport multimodal, hein, qui se développe, notamment, on en a déjà parlé, Air France qui a noué un partenariat avec la SNCF. Hein, c'est une illustration. Le transport multimodal, ça ne concerne pas uniquement les marchandises, hein, sauf si les voyageurs voyagent en container, hein, ce qui est peut-être toujours possible. Et puis, nous achèverons cette passionnante journée avec une table ronde qui sera animée par Maître Emmanuel Auber-Zafran, avocate spécialisée en droit aérien. Je donne sur cette précision sur l'évolution du contentieux de la protection européenne des passagers, mais sans nous limiter, je le pense, hein, aux passagers aériens. Ludovic, à toi de jouer. Merci beaucoup Xavier et merci Jérémy pour ton invitation. Je le disais lors des réunions préparatoires, puisque tu appelles ça comme ça Xavier, j'adore jouer les intrus. J'adore ça. Alors d'habitude c'est avec les publicistes qui m'invitent impunément à leur colloque, et ici dans un colloque de transportistes. Alors au départ j'avais pensé faire une référence soignée à Iggy Pop, The Passenger. Et comme mes goûts musicaux sont assez limités, et comme j'étais ici déraciné, je suis revenu à mes racines, et je vais plutôt faire une accroche occitane. La libertà che lo cammine. La liberté, c'est le chemin. Est-ce que ce chemin est encore libre lorsqu'on est sujet à une hypersurveillance ? La question, c'est donc celle du passager qui focalise aujourd'hui les activités de surveillance de la part de différents opérateurs, les opérateurs de transport et les autorités publiques en particulier.
Si l'on regarde simplement le cheminement d'un passager, je crois que c'est assez éloquent. On commence par commander son billet en ligne. Donc, premier traitement de données, celui opéré par la société qui vous vend le billet, plus les traitements afférents au traitement des cookies, les fameux témoins de connexion, plus les traitements de données relatives à de la publicité personnalisée, à votre suivi d'une page Internet à une autre par le moteur de recherche qui vous a lui aussi implanté un petit témoin de connexion. Ensuite, vos données sont traitées pour vous communiquer les informations utiles sur votre voyage. Vous envoyez les informations sur un éventuel retard ou une éventuelle annulation dans le délai ou hors délai. Gérer les achats en lien avec le voyage, on pense au duty free et à l'enregistrement de la carte d'embarquement et du passeport à cette fin. Abonder le programme de fidélité, qui ne souhaite pas abonder ses miles, Flying Blue, je ne sais quoi. Offrir des services complémentaires ou enrichis via une application. De nombreux aéroports le font aujourd'hui en vous offrant la possibilité de réserver votre place de parking, d'accéder au salon, d'avoir des coupe-fils, le système Mona que l'on expérimente à Lyon par Vinci par exemple, d'avoir un voiturier, un accompagnement personnalisé, notamment pour les enfants seuls ou les personnes en situation de mobilité réduite, le traitement au fin d'établir des statistiques, d'améliorer les produits et les services. Alors c'est vrai que le traitement des données passagers pour améliorer le service de transport aérien, en tout cas sur le format déplacement, on peut avoir quelques doutes. Mesurer les effets des campagnes publicitaires, proposer des offres personnalisées ou celles de partenaires, assurer la sécurité des vols, gérer le contentieux, prévenir les cas de fraude, assurer la fourniture du Wi-Fi à bord. Et j'en passe, ce n'est qu'un croisement de différentes listes croisées entre celles des aéroports et les finalités poursuivies par les compagnies aériennes ou ferroviaires en particulier. Les autorités publiques aussi sont évidemment très friandes de toutes ces données à caractère personnel qui sont collectées par les opérateurs privés en particulier lors des opérations de préenregistrement, d'enregistrement, les éventuels entretiens avec les passagers sensibles, la vérification des cartes d'embarquement et documents d'identité, l'inspection filtrage des bagages en soute, la vidéosurveillance de l'aéroport, sachant que ce qui se passe au départ, les opérations que je viens de décrire, peuvent être évidemment reproduites à l'arrivée. Alors, ce parcours, je l'ai essentiellement construit à partir du transport aérien, mais on le retrouve au moins en partie, et pour une partie non négligeable, sur les autres modes de transport, ferroviaire, maritime et routier, bien évidemment. Mais c'est donner une idée ici de l'ampleur de la population qui est ainsi sujet à une hyper-surveillance des transports, à quoi s'ajoute par ailleurs une collecte qui peut être ce qu'on appelle en open source, c'est-à-dire que les passagers n'hésitent pas à partager bien évidemment la bonne nouvelle de leur voyage, que ce soit leur départ, l'avion qu'ils prennent, oh tiens, un A380, la compagnie, l'uniforme des membres du personnel, etc., etc. Tout cela partagé sur les comptes de réseaux sociaux et qui permet là aussi de suivre le passager en tant que tel, même si c'est un phénomène de traitement que je me permettrai de laisser de côté comme étant trop intermédiaire pour nous intéresser ici. Ces traitements de données, ils poursuivent 3 finalités qui peuvent être facilement rassemblées. Une finalité commerciale, de façon très générale et très globale. Une finalité commerciale qui est poursuivie par les opérateurs de transport en priorité, la sécurité et la sûreté des transports, que se partagent l'opérateur de transport et les autorités publiques, et évidemment le contrôle des migrations lorsqu'il y a un passage de frontières. Chaque collecte, chacune de ces opérations est toujours plus importante et surtout ces différents opérateurs ne manquent jamais d'imagination pour inventer des nouveaux systèmes qui permettent de collecter encore plus de données sous le prétexte évidemment de faciliter notre transport. Alors il y a quelques années, j'ai quand même retrouvé la trace du financement octroyé par la Commission européenne, un système qui s'appelait Optag et qui visait à implémenter sur les cartes d'embarquement des puces RFID de façon à suivre les passagers dans l'aéroport. Ah bah oui, l'objectif était évident, il fallait qu'on puisse retrouver plus rapidement le passager aérien qui manquait pour remplir l'avion et qui retardait le départ ou allait obliger à vider les soutes. Mais par ailleurs, il y avait évidemment une volonté aussi de surveiller les déplacements à l'intérieur de l'aéroport, ce qui peut avoir des finalités commerciales ou implémenter les toilettes, les magasins, quel est le principal lieu que l'on peut valoriser au titre du bail commercial, etc. Et évidemment, des volontés de contrôler et de surveiller les personnes en cas de rassemblement suspect. Aujourd'hui, les nouveaux systèmes qui nous promettent, lorsqu'ils fonctionnent, lorsqu'ils sont ouverts, des facilités, c'est le système PARAF,
donc quand vous passez votre passeport sur le portail automatique, ou le système MONA dont je viens de parler, qui est expérimenté à Lyon et qui permet un fast track pour accéder aux portes d'embarquement. Alors cette surveillance, elle est croissante parce que aussi il y a une volonté plus générale d'exploiter les données des transports et des transports en commun également pour les optimiser ces modes de transport, faciliter l'interconnexion des modes de transport, limiter l'émission des gaz à effet de serre, décongestionner les villes et les aéroports. La donnée en matière de transport est particulièrement précieuse et le parallèle pourrait être fait avec le kérosène. On a souvent dit que la donnée était l'or noir du numérique. Voilà encore un élément qui apparaît aujourd'hui essentiel à la réalisation des modes de transport. Les risques engendrés par ces traitements massifs de données ont déjà été déplorés par différentes autorités et la directive PNR, pour ne prendre qu'elle, donc la directive Passenger Name Record, qui prévoit la collecte d'informations au départ des passagers sur des vols extra-UE, en principe et potentiellement sur des vols intra-UE. Cette directive PNR a été décrite par le contrôleur européen de la protection des données comme ouvrant la voie à une société de la surveillance totale. Une société de la surveillance totale. Nous sommes face à une autorité européenne. Ici, il faut en mesurer le poids des mots. Une surveillance totale. Et c'est de là que vient l'idée de l'hyper-surveillance des passagers en particulier. Et le lien avec le thème de la première table ronde, le passager est-il un consommateur comme les autres ? Le débat est ouvert. En tout cas, ce n'est pas tout à fait une personne concernée comme les autres, au sens personne faisant l'objet d'un traitement de données à caractère personnel. Alors, eu égard au volontarisme et au dynamisme de l'Union européenne en matière de protection des données et aux facteurs que cela constitue pour la confiance dans le respect des droits et libertés, on est en droit de se questionner sur le respect de la protection des données des passagers. Et en la matière, les textes ne manquent pas. Les textes ne manquent pas qui s'appliquent aux passagers lorsqu'il est l'objet d'un traitement de données. Toutefois, à l'analyse, il y a un biais. C'est que si, en principe, en matière de protection des données, le passager, en tant que personne concernée, devrait avoir le contrôle et la maîtrise des données à caractère personnel qui le concernent, eh bien, ce qu'on constate, c'est que la réalité, l'effectivité de cette maîtrise est assez douteuse, puisque les textes foisonnent en la matière. Il est donc difficile d'y retrouver son chemin, et il y a de quoi être dérouté quand on voit le libre cours qui est laissé à l'hypersurveillance par ces mêmes textes. En premier lieu, une protection qui est complexe. Alors cette protection complexe, elle ne tient pas qu'à l'inflation normative. Il y a une complexité qu'on pourrait comparer à celle qui est décrite en matière de droit des transports dans le précis Dalloz. On nous décrit le droit des transports comme étant une réglementation complexe et mouvante. Eh bien, la complexité se retrouve pleinement pour la protection des données du passager. Parce que pour retrouver le chemin dans les dispositions qui sont applicables, eh bien, il faut déjà s'y retrouver dans l'accumulation des sources et ensuite dans leur modalisation. D'une part, l'accumulation des sources. Alors, pour éviter une litanie ou un catalogue, il y a d'abord une accumulation horizontale. En principe, en matière de protection des données, on a deux textes centraux, le RGPD et la directive police-justice. Et en matière de passagers, elle est particulièrement utile puisqu'on est bien face à des traitements ayant pour objet la prévention et la détection des infractions en matière pénale. Mais dans le paquet données qui a été adopté le 26 mai 2016 et où se trouvent les deux textes que je viens de citer, on a en plus la directive PNR. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'en plus de cela, il faut aller voir au-delà du droit de la protection des données. On est obligé d'aller voir dans le droit des transports. Évidemment, me direz-vous. Mais tout de même, on est obligé d'aller dans le droit des transports parce que ce soit dans les règlements européens, que ce soit dans les textes nationaux, on a des dispositions qui concernent les traitements de données à caractère personnel. On est obligé d'aller voir dans le droit de la coopération judiciaire en matière pénale et policière. La directive police-justice participe de cette politique de l'Union européenne et à l'article 87, paragraphe 2, petit a, on a le chef de compétence qui permet l'adoption de mesures portant sur la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes à des fins policières. Et on retrouve évidemment la finalité de sécurité publique qui peut justifier ces textes pour les passagers. On retrouve également ces éléments en droit des migrations. Ici entendu au sens le plus large du terme, par exemple avec la directive API, qui concerne l'obligation pour les transporteurs de communiquer des données relatives aux passagers, notamment pour contrôler le passage des frontières.
Et puis on a une accumulation verticale. Une accumulation verticale parce que on doit forcément jouer avec la hiérarchie des normes, partir du droit fondamental au respect de la vie privée à la protection des données à caractère personnel et descendre jusqu'au tréfonds des arrêtés qui permettent de savoir quelles données précisément sont traitées dans le cadre du traitement PARAF, par exemple. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de le noter, mais puisque Jérémy est là, on pourrait même s'amuser à rechercher s'il n'y a pas un conflit diagonal qu'il a présenté dans sa thèse de doctorat, c'est-à-dire si dans la mise en œuvre du droit national, si dans la mise en œuvre des compétences qui sont laissées aux États membres, il n'y a pas également des potentiels conflits avec le droit de l'Union, des obligations de respecter le droit de l'Union. Bon, autant vous dire que le passager lambda est complètement perdu, surtout que je peux encore en rajouter une couche qui est celle du soft law. En matière de protection des données, on a une quantité de littérature grise produite par les autorités de protection des données, nationales et européennes, de décisions des autorités de contrôle qu'il faut également consulter, parce que par essence, notre droit de la protection des données est un droit qui relève de la compliance, autrement dit, un droit qui fixe des objectifs sans donner des règles précises. Alors au-delà de cette accumulation des sources, il y a aussi une modalisation des sources. Alors cette modalisation, elle est là pour essayer de séduire un peu les transportistes. J'ai essayé quand même de couler dans le moule. Mais avant la modalisation au sens transportiste, il y a d'abord une modalisation temporelle. En matière de protection des données, on adore l'expérimentation. Parce que l'expérimentation, c'est le moyen de vérifier qu'une population est prête à accepter un nouveau moyen de surveillance. On prétend faire de l'expérimentation simplement pour voir si, et c'est le cas dans 90% des cas, on va pouvoir pérenniser le système de surveillance qui est nouvellement mis en place. Alors, je ne reprends pas les exemples tirés de l'état d'urgence et de l'état d'urgence sanitaire, ils ont déjà été décrits et ils n'étaient pas véritablement, au sens premier du terme, de l'expérimentation, mais on peut prendre l'exemple de la loi Jeux olympiques et paralympiques du 19 mai 2023, qui prévoit, à titre expérimental et jusqu'au 31 mars 2025, à la seule fin d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes terroristes ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéo de protection autorisés ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant, toutes ces images peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Et c'est là où on en arrive à une forme d'hypersurveillance. Il ne s'agit pas simplement d'une surveillance humaine, mais d'un traitement de l'image pour détecter, cela a été précisé, d'éventuels mouvements de foule, départs de feu, actes de violence. Mais c'est bien une expérimentation qui est un véritable cheval de Troie, puisque l'on voit fréquemment ce type de dispositif être pérennisé par la suite. Par exemple, la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, qui était discuté jusqu'à la dissolution, mais qui se trouve actuellement dans des limbes que j'ignore partiellement, prévoit de pérenniser le dispositif des caméras piétons portées par les agents des opérateurs de transport à la suite d'une expérimentation dont le bilan a été jugé positif par ces mêmes opérateurs. J'ai cherché le bilan, je ne l'ai pas trouvé. L'exposé des motifs dit qu'il existe, je n'en ai pas trouvé la trace. La deuxième modalité, elle est évidemment géographique. Elle est géographique parce que nos dispositions relatives au traitement de données varient suivant que le mode de transport est interne ou international. Évidemment, le franchissement de la frontière est un facteur qui accroît considérablement le nombre de traitements de données. Mais pour autant, en interne, il y a des traitements de données qui sont réalisés et qui sont autorisés, notamment dans les transports en commun, avec une variation géographique. Le droit qui s'applique à la RATP est exorbitant, différent, exorbitant est peut-être excessif, et différent en tout cas de celui qui s'applique aux autres sociétés de transport en commun. Les agents de la RATP peuvent procéder à un enregistrement audiovisuel de leur intervention, alors que les agents assermentés de la TCL à Lyon n'y sont plus autorisés depuis la fin de l'expérimentation le 1er juillet 2024. Donc, suivant que notre ami Xavier Delpech se trouve au départ à Paris ou qu'il arrive à Lyon, eh bien, il peut faire l'objet d'un traitement ou ne pas faire l'objet d'un traitement dans des conditions différenciées. Et puis enfin, la modalité à laquelle je ne peux pas couper face à mes collègues, et néanmoins amis transportistes, c'est la modalité vis-à-vis des modes de transport. Il y a une modularité parce que le droit qui s'applique en matière aérienne
est beaucoup plus prégnant, on a beaucoup plus de dispositions en matière de protection des données, ne serait-ce que les directives API et PNR, que pour les autres modes de transport. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas de particularité pour les autres modes de transport. Alors j'ai trouvé des choses étonnantes comme, alors c'est en mode aérien, mais en mode aérien, pour le transport de passagers, il y a une obligation de transmettre une liste des passagers, sauf si l'avion revient à son point de départ. Ok, quelle est la raison d'être? J'ai pas compris. Il y a des obligations qui existent en matière de franchissement de frontières, sauf en matière maritime, où le déplacement de plus de 20 000 déclenche l'obligation de fournir un certain nombre de traités relatifs aux passagers. En matière routière, c'est le déplacement international de plus de 250 km qui déclenche les obligations de transmission des données passagers. Bon, autrement dit, pour y retrouver ces petits, et si on fait du transport multimodal, comme nous en parlera Jérémy, il devient bien difficile de s'y retrouver. Je passe évidemment sur les jeux des renvois, sur l'ajout successif de textes qui compliquent évidemment l'articulation de l'ensemble, pour en venir en second lieu à une protection qui est délaissée. Une protection délaissée, il faut prendre le bon point de départ. Article 1 du RGPD, article 1 de la directive police-justice, ces règlements ont pour objet la protection des données à caractère personnel et la libre circulation des données. Article 1, paragraphe 2 ou paragraphe 3 suivant le texte, nous dit que la circulation des données ne peut pas être empêchée dès lors que la protection des données est assurée. Autrement dit, un équilibre est délibérément établi entre deux valeurs qui sont conçues et consciemment pensées comme étant antagonistes. La difficulté, c'est que tous les autres textes qui peuvent s'appliquer aux passagers ne sont pas des textes de protection des données. Ce sont des textes de disponibilité des données. Il faut que la donnée soit disponible pour les opérateurs économiques, qu'elle soit disponible alors pour les transporteurs, mais également pour tous ceux qui pourraient être intéressés par ces données afin de développer des applications technologiques révolutionnaires susceptibles de créer de la croissance économique. Il faut qu'elle soit disponible pour les autorités publiques à des fins sécuritaires et à des fins migratoires. Il y a donc une focalisation sur la disponibilité des données qui se fait au détriment d'un droit commun de la protection des données qui manque d'être adapté. D'une part, la focalisation sur la disponibilité des données. Alors, il ne s'agit pas là d'arriver sur la politique de l'open data en matière de données de transport en commun, mais bien sur la disponibilité des données, c'est-à-dire sur l'existence d'un droit qui contraint et expose les transporteurs et qui permet énormément de traitement de données. La focalisation, d'abord, elle tient à la prolifération des obligations de mettre en œuvre un traitement de données. Alors, ces traitements, ils sont multiples. Certains ne sont pas directement mis en œuvre par les transporteurs. C'est les traitements liés au système Schengen, le traitement ETIAS, le traitement EES. Mais l'ensemble conjugué vient considérablement nuancer la libéralisation, me semble-t-il, du secteur des transports. Ce sont les obligations pour les transporteurs aériens de transmettre les données PNR, l'obligation d'enregistrer et transmettre les données des passagers des navires au départ d'un port de l'Union pour un trajet de plus de 20 000. Celle pour les transporteurs ferroviaires et routiers, obligation prévue par le droit national en cas de déplacement international de transmettre les données des passagers. On a une dynamique de transfert des données par les États tiers qui a été lancée par la Commission européenne, voulant multiplier les accords PNR, heureusement stoppé en partie par la Cour de justice, mais on a quand même deux accords avec des États tiers PNR qui persistent. C'est l'accord avec les États-Unis et l'accord avec les États-Unis, oui, et l'accord avec l'Australie. Pour le reste, les échanges de données, ne soyons pas naïfs, les échanges de données interviennent parfaitement avec les pays tiers, simplement ils interviennent en application de la loi d'État tiers et en méconnaissance de nos règles internes de protection des données. Il y a aussi des obligations issues évidemment du droit de l'Union, au-delà du droit national, les directives API et PNR, je passe, et puis des autorisations qui sont données pour le traitement de données passagers. Alors, parmi ces autorisations, je reprends la proposition de loi qui vise à renforcer la sûreté dans les transports. On a un chapitre 3 qui est dédié à la sécurisation de l'offre de services par la technologie. Donc là, le législateur n'a jamais entendu parler des débats existants sur le solutionnisme technologique, mais toujours est-il qu'il prévoit de pérenniser l'usage. Alors, pérenniser l'usage non permanent, désolé de la formule, mais c'est celle du législateur, pérenniser l'usage non permanent des caméras piétons pour les agents de contrôle, un recours au traitement algorithmique non biométrique des enregistrements de vidéoprotection pour améliorer les délais de réponse aux réquisitions judiciaires.
Tout ça, c'est dispositif pérenne. Collecte et traitement de données sensibles par les agents des services de sécurité interne de la SNCF. Traitement de données sensibles, ce sont les données qui concernent la vie sexuelle, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, les opinions politiques, philosophiques, religieuses, syndicales, l'existence de poursuites pénales, de condamnations pénales. Ce sont quand même des données assez dangereuses. Alors évidemment, dans le seul cas de traitement d'infraction flagrante, mais dans infraction flagrante, je peux mettre des petits délits, pourvu qu'ils soient flagrants. Donc ça passe quand même. Et la mise en œuvre, ça c'est mon préféré, mise en œuvre d'un système de captation, transmission, enregistrement non permanent du son dans les matériels roulants. Avec évidemment une petite expérimentation qui permet aux conducteurs de services réguliers de transport public par autobus ou autocar d'enregistrer des images en cas d'incident. Voilà. Je parlais d'hypersurveillance, je crois qu'on multiplie ici les points de surveillance à tel point qu'on pourrait se demander si on n'en arrive pas à cette omni-surveillance de la vie du passager. Alors chacun de ces traitements emporte évidemment son lot de règles particulières, des règles qui semblent répétitives. Lorsqu'on compare les arrêtés les uns aux autres, on a l'impression que tout se ressemble, mais évidemment le diable est dans les détails et c'est là que, encore une fois, se cache la difficulté pour le passager. C'est qu'il y a parfois des droits d'accès qui persistent prévu par le droit commun, mais auquel il est dérogé pour tel traitement en particulier, une absence de droit à l'information, pour tel autre traitement, une absence de droit d'opposition. Il y a, à cet égard, d'autre part, inadéquation du droit commun de la protection des données. Alors, on pourrait dire de façon naïve que cette inadéquation, elle vient du fait que le passager, le voyageur, n'a pas droit de citer dans le RGPD. Il n'existe pas dans le RGPD. Bon, contre-argument, les autres catégories de personnes qu'on pourrait identifier n'existent pas non plus dans le RGPD. Le consommateur ne figure pas dans le RGPD. La seule catégorie différenciée de personnes qui existe, c'est l'enfant, lequel a droit à une protection spécifique. Et puis, deuxième point qui invite à relativiser ce premier constat, c'est que le RGPD n'est pas un instrument imprimé par la culture juridique française. La personne concernée n'est pas appréhendée comme un être abstrait. Non, au contraire, c'est un être concret. Sans cesse, le RGPD nous dit que les mesures qui doivent être adoptées doivent l'être au regard du contexte et de la situation des personnes. Et par exemple, le responsable de traitement doit adapter sa communication au public cible. S'il s'adresse à des personnes vulnérables, les autorités européennes de contrôle nous disent qu'on peut parfaitement expliquer ce qu'est le traitement de données au moyen d'un son, d'une petite vidéo ou même d'une bande dessinée. L'imagination n'a pas de limite. Alors, le RGPD implique de donner une appréciation concrète, mais pour autant, la difficulté, c'est celle de... plutôt trois principales difficultés de cet état du droit positif peuvent être relevées. D'abord, les opérateurs de transport, et là j'ai lu le précis d'Alloz, droit des transports, encore une fois, pour me renseigner. Pourquoi est-ce que la réglementation de la matière est complexe et mouvante ? Parce que les auteurs écrivent que les transporteurs sont les rois des stratégies, d'évitement des contraintes. Et donc, je me suis dit, mais en matière de protection des données, les stratégies d'évitement, je peux les multiplier. Alors certes, il est difficile d'échapper à l'application géographique du RGPD. L'article 3 prévoit un champ d'application très, très large. Et Jérémy a pu le constater par comparaison avec celui du règlement 261-2004. Mais un collègue fort apprécié dans cette maison, Édouard Trépose, a démontré dans un article sur le forum shopping et données personnelles qu'il pouvait être possible de développer des stratégies de choix de l'autorité de contrôle. Et on sait que l'autorité irlandaise, même s'il y a des raisons fiscales derrière, l'autorité irlandaise est particulièrement appréciée parce que jusqu'à des temps relativement récents, ses moyens humains et financiers étaient limités et surtout qu'elle n'allait pas trop fort sur les sanctions, elle était plutôt conciliante, notamment avec les mamas qui s'étaient implantées sur son territoire. Et puis au-delà, dans les stratégies, si elles ne sont pas des stratégies d'évitement des règles ou des contraintes découlant des autorités, il y a les stratégies qui consistent dans les designs trompeurs. Alors ce n'est pas propre aux transporteurs aériens, mais pensez simplement aux bannières cookies où accepter le traitement est en vert, ça a l'air sympa, limite il y a un smiley autour, tandis que refuser le traitement, c'est plutôt en gris, c'est discret, c'est difficile à trouver dans la page, ou alors il faut faire plusieurs manipulations pour y arriver. Deuxième difficulté, c'est que le droit de la protection des données demeure très général à raison de l'approche par les risques qui inspire celle du RGPD, à raison du système de compliance. On donne des objectifs aux responsables de traitement et c'est à eux ensuite de préciser les mesures qui concrètement doivent être adoptées. Le contrepoids, ce serait celle de la logique en bon français d'empouvoirment ou d'encapacitation, c'est-à-dire qu'on donne les moyens aux personnes, on leur donne des droits subjectifs de défendre elles-mêmes leurs propres droits. Je vous ai fait la litanie des traitements de données à caractère personnel.
si j'ai le droit, qui dans cette salle a déjà exercé un droit sur le fondement du RGPD? Rectification, accès, effacement, opposition, limitation, portabilité. Voilà, non mais parce qu'il y a que Jérémy qui est suffisamment curieux pour le faire. Bon, je l'ai fait un droit d'accès moi aussi, pour voir un peu ce que ça donnait, mais parce que j'ai une tendance personnelle à être assez pinailleur. Mais c'est la réalité. Qui s'est déjà inquiété? Qui a lu les conditions d'utilisation des données à caractère personnel? Qui a lu en entier une politique de confidentialité? Et vous êtes des étudiants en droit ou des éminents spécialistes du droit. Vous êtes plutôt curieux de ce genre de situation et pourtant on ne lit pas. Ça n'est qu'un exemple, mais qui montre la limite de la logique d'empouvoirment. Le nombre de traitements de données que nous aurions à considérer, d'abord en prendre conscience, les gérer de façon consciente et efficace est beaucoup trop important. Nous préférons le gain immédiat d'accéder à de la messagerie instantanée, à une communication gratuite avec autrui, plutôt que d'avoir à gérer nos problèmes de vie privée dont on ne perçoit pas immédiatement le danger, sauf à nous voir nous revenir en pleine face comme un effet boomerang, les photos malveillantes prises lors d'une soirée trop arrosée. Alors pour en revenir à notre point de départ, l'hypersurveillance est ensuite la troisième difficulté. Et c'est là que j'en reviens à mon proverbe occitan. Alors peut-être que... Monsieur Paulin. Il n'y a pas de photo malveillante. Non, mais non. Mais c'était pas moi. Vous connaissez Nadao? Pardon? Nadao. Non. Non, ben voilà, vous êtes du pays, mais vous connaissez pas. C'est un groupe qui a chanté ce proverbe, lo camine che la lo libertà che lo camine. Le chemin, c'est la liberté. Le problème, c'est que cette hypersurveillance, elle empêche les déplacements anonymes. Il n'y a plus de déplacement anonyme. Or, la liberté d'aller et de venir tient notamment à l'anonymat du déplacement. Et c'est une question à laquelle on s'est intéressé au moment de l'automatisation des billets de transport en commun. À un moment, mon camarade me montrait tout à l'heure son pass Navigo, a été proposé un pass Navigo soi-disant anonyme pour ceux qui n'avaient pas d'abonnement. Or, le problème, c'est qu'il y a un enregistrement des trajets associé à un numéro d'identification unique. Autrement dit, on pouvait retracer votre trajet et à partir de là, je peux savoir où est-ce que vous habitez, quelles sont vos habitudes de vie, où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous sortez fréquemment. Et en faisant des croisements, je peux même savoir avec qui vous faites régulièrement des trajets. Et en croisant l'ensemble, je peux même en déduire, est-ce que ce sont des amis, des connaissances ou peut-être plus, qui sait ? Etc. La difficulté a été soulevée, partiellement résolue, mais elle pose cette difficulté. Peut-on encore considérer que la liberté d'aller et de venir est pleine et entière à partir du moment où l'ensemble de nos déplacements sont fliqués? Évidemment, le passager est particulièrement concerné. On pourrait élargir le spectre dès lors que j'ai toujours mon téléphone portable sur moi. Je fais l'objet d'un même espionnage. Alors, je vais finir sur une pseudo-envolée face à cette hypersurveillance. Comment est-ce qu'on pourrait résoudre les choses? Il faudrait complètement changer de point de vue. Aujourd'hui, on a un traitement granulaire, c'est-à-dire que le droit de la protection des données, c'est un droit qui s'applique traitement par traitement. Autrement dit, à chaque fois, je considère les traitements de façon autonome les uns par rapport aux autres. Or, ce que je suis en train de vous dire pour le passager en particulier, parce qu'il me paraît caricatural à cet égard, c'est que la somme de la surveillance dont il fait l'objet constitue un danger indépendant de celui qui s'attache à chacun des traitements dont il fait l'objet. Et c'est cette hyper-surveillance contre laquelle il faut lutter. Est-ce qu'il existe un moyen juridique de le faire aujourd'hui? Oui, mais ça n'est pas le RGPD. Aujourd'hui, c'est s'attaquer à l'État suivant une logique droit et liberté. C'est la logique qui est observée devant la Cour EDH, autrement dit, prétendre à une atteinte portée au droit à la vie privée à raison d'une situation de surveillance totale qui est soit contrainte, soit permise par l'État, qui n'est pas suffisamment intervenu pour préserver la vie privée des personnes. Mais cela, évidemment, doit faire l'objet d'une étude et d'une réflexion plus approfondie que je ne peux me permettre d'engager aujourd'hui. Je vous remercie. Le débat n'est pas clos, cher Ludovic. Merci pour cette brillante intervention qui fait un peu froid dans le dos. Hypersurveillance, société de surveillance totale. Moi qui croyais que, tel Stevenson, je pouvais me promener avec mon âne ou pas en toute tranquillité. Les ânes sont connectés maintenant. Voilà, sans que personne ne le sache.
intervention qui me laisse quand même un petit peu sur ma faim, parce que j'aurais voulu savoir à qui tu pensais lorsque tu nous as interrogés sur le point de savoir avec qui tu voyageais. Il y a eu une petite interrogation. J'ai ma petite idée en tête, mais je la garderai pour moi. En tous les cas, ce dont on se rend compte, c'est que la confrontation du secteur des transports avec le RGPD, c'est compliqué, parce que il y a des normes qui s'entrechoquent. Le RGPD, c'est un droit très compliqué, des sources, une profusion de normes, à la fois du droit dur, du droit mou, et qu'il faut appliquer à ce secteur du transport, de la mobilité. Et c'est pas facile. Et comme nous avons beaucoup de jeunes gens devant nous, vous allez peut-être tous faire une thèse universitaire, tu seras peut-être bien occupé, mais en tous les cas, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un bon créneau à prendre, un bon job, c'est peut-être DPO dans le secteur des transports. Oh oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, on met dans tout secteur de toute façon. Voilà, mais conformité.